Bienvenue dans Arte Reportage. Fuir ou combattre, rester ou partir. Une question que se posent des millions de personnes dans le monde, et notamment aux Comores et au Congo, où nous vous emmenons ce soir. Non à l'esclavage. En République démocratique du Congo, les femmes mineures s'unissent pour s'affranchir. Elles réclament plus de droits, plus d'argent et surtout un avenir. On a tendance à l'oublier, mais le chaos persiste encore à nos frontières. Les images terribles des camps de réfugiés dans les îles grecques rappellent que le rêve d'Europe attire encore par milliers d'émigrants. C'est aussi vrai à 8000 km d'ici, au cœur de l'océan Indien. Plus précisément à Mayotte, un département français qui appartient de plein droit à l'Union européenne. Depuis des années, l'île voit débarquer des exilés. La majorité d'entre eux vient des Comores, l'un des États les plus pauvres de la planète, situé à moins de 60 km de là. Beaucoup espèrent trouver le salut en traversant la mer, mais ils sont presque tous expulsés, et ceux qui restent finissent dans des bidonvilles. Peu importe. Chaque jour, chaque nuit, d'autres tentent leur chance. Parmi eux, de nombreuses femmes enceintes prêtes à tout pour accoucher sur le sol français. Étienne Huvert et Guillaume Lautelier de Slug News les ont suivis dans leur périlleuse traversée à bord de l'un de ces bateaux de pêcheurs pour nous aider à mieux saisir l'ampleur de leur détresse. Écoute, t'as entendu? Il y a un invité qui va venir tout de suite. Bientôt, on va faire le voyage. C'est dangereux parce que c'est illégalement et c'est clandestinement. Mais c'est un business, c'est un réseau. J'étais même passeur. Mais maintenant, j'ai décidé de tout arrêter. On prend des risques. Et le risque, on ne gagne rien, la vie ou la mort. Dans la mer, là, la vie ou la mort. Selon Saïd, des milliers de femmes, d'hommes, d'enfants embarquent chaque année pour cette traversée clandestine, parfois mortelle. Destination, l'île française de Mayotte. Ici, nous sommes sur l'île d'Anjouan, aux Comores. Notre guide nous accompagne vers une plage tenue secrète. Salut, ça va toi? Tu vas bien? Guillaume, c'est quoi ton prénom? Saïfi, pardon. Saïfi. Enchanté. J'ai vu que Saïfi va dire quelque chose et tu vas répéter en même temps que nous. Premier rituel, une prière. Allahu, Allahu, Soli. Et tu vas répondre avec une fête ici là. Ok, tu peux le dire. Allez, commencez à embarquer dans le Kwassa. Perdons pas de temps. Avec qui embarquons-nous? Impossible de le savoir. On ne voit rien et les passeurs nous mettent la pression pour partir. Le Kwassa Kwassa quitte la côte comorienne. Nous devions être 8 à bord. Serrés à l'avant du bateau, nous sommes sans doute le double. L'archipel des Comores est au cœur de l'océan Indien. En face, la France, l'île de Mayotte, à une 60aine de kilomètres. Les Comores gagnent leur indépendance en 1975. 800 000 habitants, majoritairement musulmans, salaire mensuel moyen, moins de 65 €. Certains survivent en cassant des cailloux pour quelques francs comoriens. Anjouan est l'une des 3 îles qui forment cet État, l'un des plus pauvres au monde. Ici, beaucoup sont prêts à tout pour fuir la pauvreté, quitte à risquer leur vie en mer. Shamsidine est un chef de village. Il est censé dicter la loi, mais il n'a pas le pouvoir d'empêcher les traversées clandestines. Ma nièce est partie d'ici pour aller accoucher à Mayotte, mais elle est morte en mer.
Il y a eu une panne de moteur. La mer était certainement agitée et le Kwassa s'est renversé. Vu qu'elle était enceinte et qu'elle ne savait pas nager, elle s'est noyée. Partir pour aller accoucher ou se faire soigner à Mayotte, c'est un risque. Soit tu arrives, soit tu meurs en mer. Et vu qu'on n'a pas le choix, on le fait quand même. Des femmes qui meurent en mer pour accoucher, Saouda connaît ces drames qui endeuillent son île. Elle est sage-femme. Pour dissuader les Comoriennes de rejoindre Mayotte la française, Saouda prodigue des soins bénévolement, même à pied, car certains villages sont coupés de tout. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec des patientes chez elles pour faire un suivi de planning familial. 4 fois par semaine, Saouda se rend à Ouzini, un village d'1 millier d'habitants perdu dans la montagne. Elle a son propre dispensaire. Contraception gratuite et surveillance des grossesses. Tu viens ? Ça va ? Tu es venu avec ton carnet ? Non, on ne m'a pas dit de venir avec le carnet. Ta grossesse est à combien de mois ? Je suis incapable de te dire le nombre de mois. Si c'est 7 ou 8 mois, je ne suis jamais venue ici. Pourquoi tu n'as pas consulté au début de ta grossesse ? À l'époque, j'avais demandé des renseignements. Et on m'avait dit qu'il fallait débourser 7 €. Je ne les avais pas, donc ça m'a découragée. Les consultations des femmes enceintes sont gratuites. Tout ce qui concerne la mère et l'enfant, c'est gratuit. Les femmes qui vivent dans les villages très éloignés ne connaissent pas très bien les risques liés à la grossesse. À mon niveau, j'essaie quotidiennement de les sensibiliser, mais... C'est une première grossesse. Elle a 20 ans d'après ce qu'elle m'a dit. Elle est au 9e mois, elle est déjà à terme. C'est une grossesse de 39 semaines plus 3 jours. Ta tension est bonne. Quand vous savez qu'une femme va prendre un Kwassa pour aller accoucher, qu'est-ce que ça vous fait? Voir une femme enceinte aller prendre le risque, ça me fait mal. Mais j'ai pas trop le choix. Parce que même si j'essaie de leur dire d'accoucher ici, elles m'écoutent pas. Elles veulent aller là-bas pour que leur enfant ait peut-être la chance de trouver, je sais pas, une meilleure vie. Trouver une meilleure vie, combien dans le village seront-elles à faire ce choix? Saouda l'ignore, les femmes lui parlent rarement de leur départ. Sophie, est-ce que tu sais où est Fatima? Je la cherche car elle avait rendez-vous avec moi hier. Et toi, par hasard, tu ne saurais pas où est partie Marie? Ah, non, je ne l'ai pas vue aujourd'hui. Fatima et Marie sont-elles au champ, comme le disent les villageois, ou parties en kwassa-kwassa? La France met la pression sur le gouvernement comorien. Les traversées clandestines doivent cesser, la fabrication des kwassa-kwassa aussi.
Dilemme, le Kwassa Kwassa est avant tout un bateau de pêche, essentiel à la vie des îles. Sowandi Abdoulatouf en fabrique depuis 20 ans. Alors c'est le moule, il y en a deux là. Il y a celui-là et le deuxième c'est celui-là. Alors qu'on couvre encore avec les fibres de verre et la résine. L'État comorien doit peser, savoir exactement ce qu'il faut faire parce que sans les vedettes, pas de poisson. Trop de vedettes, Kwassa Kwassa. Alors, comment jongler là? Il ne faut pas se précipiter comme ça, dire voilà, il faut fermer les ateliers. Mais si on ferme les ateliers, il n'y a plus de vedettes, où est-ce qu'on va trouver du poisson? Sowandi Abdoulatouf assure ne vendre ses bateaux qu'à des pêcheurs. Une coque neuve coûte jusqu'à 1 400 €. Notre place à bord d'un Kwassa Kwassa coûte 600 €. L'embarcation file dans la nuit. La mer est agitée. La tension est extrême. Notre caméra inquiète les passagers. C'est toi? C'est ce que j'avais dans la main tout à l'heure. C'est ma caméra. Faut pas nous filmer. Non, je vous filme pas, je vais sacrer. Franchement, t'as ma parole. Hein. Nous enregistrons le son. Les passeurs sont au téléphone continuellement. Il y a les gardes-côtes comoriens dans les parages. C'est ce qu'on nous dit. Ils sont quelque part par là. Restons aux aguets. Les passagers redoutent une patrouille qui mettrait fin à la traversée. Tous ici ont sans doute dépensé le fruit d'économie familiale. La traversée devait durer 3 heures. Au petit jour, cela fait 10 heures que nous sommes à bord. Pas 8 passagers comme prévu, mais une vingtaine. Le silence règne. Nous ignorons où nous sommes. Le moteur ralentit. Nous approchons une plage. Et vous, allez, dépêchez-vous. Deux femmes enceintes s'éloignent. Le seul à nous parler, c'est Saifi, l'étudiant qui nous a demandé de prier en montant dans le Kwassa. Ça va, comment tu te sens là? T'es rassuré d'être arrivé? T'es pas encore à Mayotte? On est où là? Je sais pas moi. Tu sais pas où on est? C'est la première fois que tu prends le Kwassa. J'avais peur. Mais Dieu merci, on y est arrivé. En fait, nous ne sommes pas à Mayotte, mais quelque part sur un îlot. Depuis le départ, les passeurs n'ont donné aucune information. Vous mettez pas tous du même côté. Répartissez-vous. Attendez. Faites-le doucement. Mettez-vous bien des deux côtés pour équilibrer le bateau. Saifi est là parce que sa femme a organisé sa traversée. De nationalité française, elle a fait le trajet légalement par le ferry pour accoucher à Mayotte. T'aimerais bien vivre avec ta femme à Mayotte? Je crois, oui. C'est le but, ouais. Qu'est-ce que tu fais en arrivant? Tu prends un taxi, comment tu fais? Il y a quelqu'un qui t'attend? Oui, je crois, oui. Hein?
C'était l'enfer, voilà. C'était l'enfer. Toi, tu as vécu ce qu'on a vécu, alors tu as ressenti la peur et tout. Je n'oublierai jamais ce voyage. Jamais. Même ma fille, je vais lui raconter tout. Je vais tout lui raconter. Le groupe se disperse là. Les 2 femmes enceintes ont sans doute pour objectif la maternité. On est à Mayotte, en France. Dans la ville de Mamoudzou, la plus grande maternité d'Europe. 9 441 naissances en 2018, 26 par jour en moyenne. Près des 3/4 des mamans sont d'origine comorienne. Oui, je sais. J'ai les mains froides. Des fois ici, on peut même pas passer parce que tellement il y a les AP, les sages-femmes, plus les bébés et tout le cri qu'il y a. Des fois même la tête ne supporte pas. Combien sont-elles à avoir traversé? Combien sont-elles illégales? Des soignants nous indiquent cette femme débarquée d'un kwassa-kwassa, persécutée au Congo, avec son mari et leur fils de 18 mois, 3 ans d'errance. Burundi, Tanzanie, Comores, une nouvelle route migratoire. Solange accepte de nous parler, mais nous demande de cacher son visage. Hier, on a pensé qu'on allait mourir dans la mer. Mais on n'est pas mort. On a passé une semaine dans l'eau. On n'y arrivait pas. Tu deviens de la glace. Tu es toute mouillée. Tu trembles. Tu as froid. Parfois, le moteur s'arrête. Alors, ils cherchaient des îles. Ils nous disent de rester dans une forêt là-bas. Ils réparent le moteur pendant 2 ou 3 jours. C'est quoi ça? C'est la Bible. Heureusement, elle n'est pas mouillée. La dernière fois que j'ai mangé, c'était avant-hier. Ça faisait 2 jours. Je le touchais partout et je ne le sentais plus bouger. Je me disais que peut-être il était victime de notre voyage. Solange est prise en charge par le personnel médical. En juin 2018, donc ça fait plus d'un an. Là, ta grossesse, du coup, c'est les fesses en bas. Si toi, tu préfères une césarienne, tout le monde comprendrait qu'on fasse la césarienne. Je vais devoir en discuter avec mon mari. Ouais. Ton mari, il est avec toi? Il est parti avec les gendarmes ce matin. Moi, je suis restée à l'hôpital. Et a priori, il est au CRA. C'est ce que nous ont marqué les sages-femmes de Tzolz. Le CRA, c'est le centre de rétention administrative français. En 2018, plus de 16 500 personnes ont été placées là dans l'attente d'une expulsion. Ce que la police fera dépendra de ce que votre mari leur aura raconté, parce que... Ils ont dit qu'il ne sera pas expulsé. Il va rester. Ah, il a dit qu'il ne serait pas expulsé. Ok. Okay. Là, tu connais toi des gens sur l'île? Non, je ne connais personne. Tu connais personne? Et celui d'Anita Manette, ça marche pas? C'est quoi leur job? Non, mais la question c'est où est-ce que tu vas dormir ce soir? On ne regarderait pas maintenant dans le cahier des césariennes s'il reste de la place. Et ça nous permettrait en fait de l'hospitaliser là ce soir, de le connaître. Ouais. Ça faciliterait les... On va mettre toutes les chances de ton côté. C'est vous? J'ai laissé...
C'est une grande joie. Il n'a même pas sa culotte. Il n'a pas, tous les habits sont mouillés. Il faut sécher. Si c'est à refaire, je ne peux pas refaire. Vous titillez la mort, vous la palpez comme ça. Et tu vois, le moindre pépin, c'est fini. Et le truc se renverse et puis vous finissez dans l'océan. En tout cas, je n'arrive pas à voir bien. Tu vois les yeux ici, les yeux comment ils sont, c'est rouge à cause de l'eau salée de l'océan. L'enfant ici, tu vois des rougeurs, ça fait des piqûres. Parfois il se gratte, ça fait mal. Il faut faire une césarienne. Vous avez déjà les prénoms? Chez nous, c'est le papa qui donne le prénom. Je remène un petit peu pour l'aspirer et je vais montrer à maman après. Il y en a plein là. Hop, par le il en a un peu dans la fenêtre. C'est une nouvelle arrivée. Bienvenue à Mayotte. À peine descendue du Kwassa. Elle s'est bien battue. Il y a des fois des cas où les mamans arrivent et qu'elles n'ont pas forcément le suivi qu'elles aimeraient avoir aux Comores. Ou alors c'est payant et elles n'ont pas les moyens. Et puis des fois quand elles arrivent, les bébés sont même plus en vie. Là c'est une fin heureuse. On a une dame qui est arrivée et qui a eu sa césarienne. Tout s'est bien passé, le bébé va bien donc on est content. Hop, on va retourner voir maman. Regardez qui je vous amène. On lui fait un petit bisou. C'est une petite fille, hein? Vous aviez eu un petit garçon en plus en premier. Et voilà, la bonne nouvelle. Ah, ma choupette. C'est coucou maman? Oh oui. 2 jours plus tard, pour Martin, le mari de Solange, passage au bureau de l'état civil français. Ma petite fille s'appelle Manel. Manel, ça veut dire Dieu est avec nous. Ah, c'est ça la signification. Je l'ai appelé comme ça parce que le voyage était très très difficile. Alors, question de louer Dieu, j'ai fait ce prénom. Elle est miraculeuse. C'est un miracle de la voir comme ça. Mi-congolaise, mi-française. Quand elle va grandir, elle choisira d'elle-même. Mais je crois qu'elle a la possibilité d'être française et congolaise à la fois. Martin ignore que depuis le 1er mars 2019, le droit du sol a été modifié dans le département français de Mayotte. Les parents doivent être en règle 3 mois avant la naissance pour que l'enfant obtienne la nationalité française à l'âge de 13 ans. Quel avenir pour cette famille congolaise? Ils ont déposé une demande d'asile. Ils espèrent un statut de réfugié politique que les Comoriens sans papier n'ont, eux, aucune chance d'obtenir. Cette scène se répète tous les jours. La police française ramène au ferry des dizaines de clandestins. En août dernier, le gouvernement français a annoncé un objectif de 25 000 reconduites à la frontière à Mayotte en 2019. 10 000 de plus que l'année dernière. La plupart de ces expulsés tenteront sans doute de revenir
en kwassa-kwassa. À Mayotte, parmi les migrants, beaucoup viennent de République démocratique du Congo. Ils fuient les conflits sans fin, dont les morts se comptent par millions. Ils fuient des guerres dont les femmes sont souvent les premières victimes. Celles que nous avons rencontrées ont pourtant choisi de rester. Depuis des années, dans la poussière, elles triment dans les mines, fouillant la terre pour en extraire l'or ou le coltan. Pour la première fois, ces esclaves des temps modernes ont, dans l'histoire qui suit, décidé de se rebeller. Déterminées, unies autour des mêmes revendications, elles sont prêtes à faire le travail dont personne d'autre ne veut, mais en échange d'un salaire décent, de l'égalité des droits et des salaires avec les hommes, et surtout sans violence sexuelle ni prostitution forcée. Pour cela, elles ont fondé une coopérative. Si la route est certes encore longue, Angélique, Émilienne et Tulia sont en train de mener une véritable révolution dans un pays où elles ont toujours été des victimes. Un reportage d'Eleonora Viau et Marine Courtade de Baose Productions. En République démocratique du Congo, les ressources minières pourraient être un facteur de richesse. Mais ici, les minerais causent avant tout des conflits sans fin et une pauvreté dont les femmes sont les premières victimes. Tulia Christine est arrivée à Kamituga, une petite ville du sud Kivu, il y a 20 ans. Réfugiée de guerre, elle a dû se résoudre à travailler dans les mines pour nourrir sa famille. Elle est aujourd'hui l'une des 500 000 femmes mineures du pays. Et comme la plupart d'entre elles, Tulia Christine est tout en bas de la chaîne de production. Même si on ne gagne que 1000 francs, c'est déjà ça de prix. 1000 francs pour toute une journée de travail? Qu'est-ce qu'on va faire? Moi j'ai 5000 francs de dette. T'as de la chance, moi je dois 8000 francs. J'ai emprunté en promettant de trouver de quoi rembourser plus tard. Ces femmes sont appelées Mama Twangais. Elles sont les plus vulnérables et les premières victimes de discrimination dans le secteur minier. Heures par jour, Tulia Christine répète les mêmes gestes éreintants, pilant le quartz à la recherche de poussière d'or. Une tâche ingrate qu'aucun homme n'accepte de faire. Si elle trouve de l'or, elle gagne l'équivalent de 2,50 €, sinon elle ne touche que 50 centimes pour toute une journée de travail, jamais assez pour survivre. Je n'ai pas peur d'avouer que je vole. Je ne survivrai pas sans cela, mes revenus sont trop faibles. Ce boulot ici est en lui-même une discrimination. À cause de la poussière, on a des problèmes de poumons. Qui accepterait de faire ça sans y gagner quelque chose? Les Mama Twangais paient à la mine un lourd tribut, à la fois physique et mental. Elles sont en outre exposées à d'innombrables abus sexuels, et rares sont celles qui arrivent à éviter de se prostituer pour survivre. Nous sommes vieilles. On a moins de travail que les jeunes femmes. On est toujours les dernières servies. Les hommes servent les jeunes femmes en premier, en échange de faveurs sexuelles. En clair, les jeunes femmes ont plus de chances de travailler parce qu'elles se prostituent. Moi aussi, j'ai dû vendre mon corps. Ça m'a permis de gagner un peu d'argent pour ma famille, mais ça m'a brisé le cœur. Je regardais mes enfants manger et j'avais l'impression qu'ils mangeaient mes péchés. Tulia Christine et les Mama Twangais incarnent la part la plus sombre du secteur minier congolais. Des vies de pauvreté, de maltraitance, de maladies comme le sida ou la tuberculose. Mais petit à petit, à leur niveau, ces femmes tentent de prendre leur sort en main.
Il faudrait qu'on essaie de mettre de l'argent de côté. Et par exemple, si on arrive à économiser 2000 francs tout ensemble, on les confie à l'une d'entre nous. Mais comment nourrir nos enfants alors? On n'arrivera jamais à mettre de l'argent de côté en gagnant aussi peu. Ah, c'est bien le problème. Tulia Christine et ses amis ont pris conscience de leur importance au sein de leur famille et dans la société. Et elles ne sont pas les seules. Dans la région de Kamituga, les femmes se mobilisent en masse pour défendre leurs droits et améliorer leurs conditions de vie. Avec Emiliane Intongwa, une militante acharnée des droits des femmes, elles veulent ensemble changer le visage du secteur minier congolais. Si on unit nos forces, on trouvera des solutions. Si on a des problèmes avec les hommes, il faut qu'on se serre les coudes. On a besoin d'une vraie campagne de sensibilisation sur les risques de la prostitution pour les femmes et les adolescentes. C'est le seul moyen de mettre fin à ces pratiques. De village en village, Emiliane martèle son discours et son message commence à porter. Je suis fière parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un ose maltraiter une femme, celle-ci fera face et dira « Tu veux des problèmes avec maman Emilienne ?» Je commence à voir des changements positifs. Par exemple, des femmes mettent leur argent en commun pour s'aider les unes les autres. 10 femmes s'unissent et avec l'argent qu'elles gagnent ensemble, elles peuvent acheter des minerais, payer leur transport et investir dans des broyeuses. Tout cela est possible parce que les femmes qui travaillent dans le secteur minier sont désormais invitées à des formations, des réunions importantes, des ateliers. Les choses sont clairement en train de s'améliorer. Cela fait plus de 15 ans qu'Emiliane se bat pour les droits des femmes. En 1997, ses terres ont été confisquées et son mari a été tué pendant la guerre. Elle est alors devenue l'une des premières femmes dans le secteur minier de Kamituga. Au début, les gens me traitaient d'hermaphrodite. Ils disaient « Ce n'est pas possible, tu fais un boulot d'homme, tu dois être une sorcière ». J'entendais ça tout le temps. Et moi, je répondais « Traitez-moi de sorcière si vous voulez, mais je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas atteint mon objectif ». À force de travail, Emiliane a réussi à acheter une petite concession. Mais quand l'argent vient à manquer, elle retourne creuser la terre des autres à la recherche d'or. Qui a pris ma pelle ? 13 000 personnes travaillent dans les mines artisanales de Kamituga, l'une des plus grandes réserves d'or du pays. C'est dans son expérience quotidienne de la mine qu'Emiliane puise l'énergie pour défendre les droits des femmes mineures. C'est un travail très difficile pour les femmes. On creuse d'abord à main nue, ensuite avec une pelle, puis on va jusqu'à la rivière pour remplir nos bassines. Une fois là-bas, il faut garder les bonnes pierres et jeter les autres. On peut alors commencer à remplir les sacs. Si tu as un peu d'argent, tu peux payer un homme 2000 francs pour porter le sac jusqu'à la broyeuse. Sinon, tu dois le porter toi-même. En une semaine de travail, une fois que j'ai tout payé, il me reste environ $20. Pour Emiliane,
L'amélioration des conditions de travail des femmes mineures est une priorité et tous les moyens sont bons pour sensibiliser les populations. Une fois par mois, l'activiste prend l'antenne sur une radio régionale. Chers auditeurs de Vision Shala FM Kamituga, aujourd'hui je suis avec madame Emilienne Itongwa. Emilienne Itongwa. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Je voudrais saluer tous les auditeurs de Shala Radio. Ce soir, nous allons parler des discriminations et maltraitances. Questions et témoignages affluent en provenance de tout le Sud Kivu. Dans le village de Basile, les femmes n'ont pas le droit d'accéder aux mines, alors qu'elles peuvent le faire à Wazimumu. N'est-ce pas une forme de discrimination? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces deux endroits sont pourtant au Congo. Nous devons sensibiliser tout le monde, les populations et les officiels. Que tout le monde comprenne qu'il ne faut pas discriminer les femmes. Dans le secteur minier, le genre ne devrait pas être un sujet. Les hommes et les femmes travaillent ensemble dans les puits. Les hommes creusent, les femmes aussi. Les hommes et les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles. Ils sont égaux. La seule différence entre nous, c'est la forme de nos parties intimes. Même si le travail des femmes commence à être reconnu par les hommes qui les côtoient dans les mines, leurs conditions de travail et leur statut social ne se sont pas améliorés pour autant. Alors, pour que les femmes puissent évoluer dans le secteur minier, Emilienne veut obtenir de l'État qu'il reconnaisse officiellement leur rôle. Et pour cela, elle doit d'abord s'assurer le soutien des autorités locales. Bonjour, comment allez-vous, chef? Ça va bien, asseyez-vous. Je suis venue vous voir pour vous expliquer que les femmes mineures veulent créer une coopérative. Et comme vous êtes le chef, je viens vous demander la procédure à suivre. Donc vous, les femmes, vous voulez créer une coopérative? Oui. C'est bien, je vous remercie pour cette formidable idée, mais ce n'est pas moi qui pourrai vous délivrer les papiers. Ceci dit, en tant que maire de cette ville, je soutiens votre initiative. Merci beaucoup. Cela profitera aussi à toutes les femmes de Kamituga. Merci. Merci. Au revoir. Dès qu'elle aura rassemblé tous les papiers qui lui permettront de créer officiellement une coopérative, plus personne ne pourra discriminer les femmes. Et cela les mettra en valeur et renforcera leur rôle. Jusqu'à présent, le travail des femmes dans les mines du Sud Kivu a toujours dépendu du bon vouloir des hommes. Emilienne est bien décidée à mettre fin à cette situation. On veut créer une coopérative en plus de notre association parce qu'une fois que le secteur sera normalisé, les compagnies minières n'accorderont des licences d'exploitation qu'aux coopératives. Et nous, les femmes, nous devons en faire partie. Et on veut aussi être reconnus par le gouvernement et montrer qu'on est organisé. C'est ce que l'on est en train de faire ici. C'est une révolution des femmes dans le secteur minier. Emilienne est sur le point de créer la première coopérative minière exclusivement féminine du Sud Kivu. Une étape majeure sur la route de l'émancipation des femmes de sa région. À 400 km de là, dans le Nord Kivu, certaines femmes ont déjà fait leur révolution. Après des années dans l'humanitaire, Angélique Nirasafari a décidé de revenir dans sa région natale, de Massissi. Une terre riche en minerais, mais souvent en proie aux violences armées. À 46 ans, elle est devenue l'un des principaux commerçants en minerais
du Nord Kivu. Naïn Saba, comment vas-tu? Toi aussi t'es là. Aujourd'hui tu n'achèteras pas aux mêmes endroits que moi. Hein. Le Congo est l'un des plus gros producteurs au monde de coltan, un minerai utilisé dans l'industrie électronique, les ordinateurs, les téléphones portables. Va travailler là-bas, finis ce que tu es en train de faire. Je te paierai après. Je vais acheter toute votre production. Une fois par semaine, Angélique arpente les sites de production pour acheter du coltan. 17 kilos. Tu en veux combien, Mère Bora? Combien je vais t'en demander? Tu sais bien que c'est 30 000 francs le kilo. 30 000 francs, tout ça me fatigue. Allez, je vais t'acheter 1 kilo. Ok, dis-moi à combien tu achètes le kilo. 1 kilo, je te l'achète 20 000. Non, au moins 25 000. Ah non, pas 25 000. Donne-moi le bol, que je vois la qualité. Apporte-moi le bol, voilà. On connaît bien les minerais. Bien sûr, on peut faire des erreurs, mais rien qu'en les regardant, on sait s'ils contiennent 20, 30 ou 40% de coltan. Toi aussi, dépêche-toi de finir, parce que je veux acheter. Ne t'inquiète pas, hein, aujourd'hui je suis venue avec de l'argent, pas comme la dernière fois. Mais t'avises pas d'essayer de me voler. Ça fait 300 000 francs. C'est 200 $. C'est ça. Dans la région de Massissi, mineurs et commerçants doivent appartenir à des coopératives et ils ne peuvent vendre leur production qu'à des compagnies minières dûment enregistrées. Mais les conflits entre les coopératives et les entreprises minières comme SMB sont fréquents et Angélique est souvent sollicitée pour défendre les droits des mineurs de sa coopérative. Bonjour. Nous, les habitants de Massissi, nous manifestons pour dénoncer nos problèmes. Nous ne sommes pas payés. Nous sommes victimes d'abus physiques et certains d'entre nous se sont même fait tuer. En plus, nos puits sont fermés sans aucune raison. Nous demandons que SMB nous paie en temps voulu, sans retard. On ne nous a pas payés depuis plus de 3 mois. S'ils ne nous paient pas, nous arrêterons de leur donner nos minerais. On veut aussi que la police parte de nos mines. On refuse que les policiers nous touchent tout le temps. Certaines d'entre nous sont mariées ou fiancées. On ne mérite pas d'être touchés sur nos parties intimes, sur nos poitrines en permanence. Est-ce qu'on cache des minerais dans nos vagins? Non. Dans nos culottes? Non. Sur nos poitrines? Non. Tout ça est une forme de violence. Plus éduquée et socialement mieux établie que les mineurs, Angélique peut prendre le risque de parler librement. Elle est devenue une personnalité incontournable de Massissi, au service des mineurs, hommes et femmes de sa région. Un bon commerçant en minerai doit être intégré dans la société. Quand tu arrives sur la mine, tu ne peux pas jouer au petit chef, tu dois être comme les mineurs pour gagner leur respect. Il faut qu'ils t'apprécient, qu'ils te considèrent comme l'un des leurs. Moi, je ne peux pas me contenter d'élever mes enfants. Je suis fière aujourd'hui de servir ma famille et ma communauté. Quand je viens ici, je n'achète qu'aux femmes et je les encourage à travailler dur. Les minerais qu'Angélique achète aux femmes de Massissi sont vendus à Goma, où ils sont traités puis exportés par une entreprise locale. Ces transactions sont toujours des moments délicats pour Angélique, la seule femme sur un marché entièrement contrôlé par les hommes. Bonjour, bienvenue. J'avais peur de l'état des routes, c'était comment? Tu as eu des problèmes? Tout s'est bien passé au checkpoint? Ouvre la voiture que je vois ce que tu as rapporté. Depuis qu'elle a commencé ce métier en 2015, Angélique a souvent été flouée. Des parties de sa production ont été volées.
Aujourd'hui, elle ne fait plus confiance à personne et inspecte elle-même chaque sac, plusieurs fois. Je suis très heureuse du travail que je fais. Mais j'aimerais que davantage de femmes puissent aussi le faire. Il y a encore très peu de femmes dans le commerce de minerais. Au Nord Kivu, les minerais ont alimenté de nombreux conflits armés et ont souvent servi à financer des groupes insurgés. Allez, on va décharger là. Une nouvelle réglementation internationale impose désormais que tout minerai vendu ou exporté soit conflict-free, certifié d'origine, hors zone de conflit. Celui-là est prêt, tu peux le broyer. Celui-là, il faut le tamiser. Et déplace-le. La règle est rarement respectée au Congo, mais Angélique se veut un exemple. Tous ces minerais sont enregistrés, ces achats et ventes sont tracés. Attends, on termine tout d'abord l'enregistrement, puisqu'on ne peut pas recouper les temps que ça. Est-ce que tu sais que les prix vont diminuer les lundis? Bon, on vérifie tout d'abord les documents. Faites vite, merci, je cours derrière les temps. Ok, ne vous en faites pas. Le cours du coltan varie d'une semaine à l'autre et Angélique veut être sûre d'en obtenir le meilleur prix. Ça va, madame? Oui, ça va bien. Ça fait longtemps, oui, j'ai fini. Et vous êtes satisfaite? Bon, oui, ça va. Ça va, 54%, c'est bon. Oui, c'est bon ou c'est très bon? C'est très bon. Okay. Et heureusement, je serai payé aussi. Ce n'est pas comme chez Sembia, on me paye 5 mois. Donc, vraiment, c'est magnifique. Merci beaucoup. C'est un bon service que vous venez de me rendre. Je trouve qu'elle est active par rapport à beaucoup de gens que je connais. Elle travaille même mieux que certains hommes. Quand on voit des femmes telles qu'Angélique, de ce fait-là, ça amène même les autres à rêver, à penser que ça peut aller, et à aller même dans ce secteur-là. Et quand on voit Angélique et d'autres, tout ce qu'on peut faire, c'est leur faciliter aussi le travail, payer le plus rapidement possible, faire des bonnes analyses pour leurs produits. Ok, merci beaucoup. Merci vraiment. Angélique est un modèle de réussite dans sa région. La preuve vivante qu'une femme peut acquérir un statut social et une stabilité économique grâce aux mines artisanales. La commerçante est fière de son parcours, même si la société congolaise n'est pas encore prête à faire une place aux femmes comme elle. Dans notre société, quand une femme a des responsabilités, les gens disent d'elle qu'elle est une femme difficile et que son mari lui est soumis. Ils vont dire qu'il n'a pas d'autorité dans sa maison, qu'il est une femmelette. Les stéréotypes contre nous ne manquent pas. Consciente de la responsabilité sociale liée à son statut, Angélique organise une fois par mois des rencontres avec d'autres travailleuses du secteur minier. Elle essaie de les former, dans l'espoir que ces femmes marcheront un jour sur ses pas. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas à les poser. Avant, on était libre de vendre nos minerais à qui on voulait et les affaires étaient bonnes. Mais maintenant, on n'a plus qu'un seul client et tous les minerais qu'on achète, on est obligé de les vendre à une seule compagnie. Je voudrais savoir comment on peut espérer se développer et faire des bénéfices quand la terre nous appartient, mais qu'on n'a en fait aucun droit dessus. C'est très frustrant parce qu'on n'a aucun moyen de savoir ce que l'avenir nous réserve. Quand je vois comment elle se bat pour nos droits, je suis à la fois heureuse et un peu effrayée. Elle fait des choses que nous ne pourrions pas faire et elle revient toujours avec des résultats et des solutions. J'aimerais qu'on soit toutes comme elle. Elle ne sera pas toujours là. Merci à toutes. Comme d'habitude, levons-nous et tenons-nous les mains. Angélique sait qu'elle ne sera pas commerçante en minerai toute sa vie. Elle pense déjà à l'étape suivante, créer sa propre entreprise de vente et d'exportation pour contrôler toute la chaîne de production. Si nous faisons tout ensemble, c'est sûr, nous réussirons. D'ici là, elle continuera à encourager d'autres femmes, les exhortera à ne jamais se contenter de ce qu'elles ont, à toujours viser plus haut. Des femmes de cette trempe feront peut-être que demain, l'exil ne sera plus considéré comme la seule solution.
La semaine prochaine, William Irigoyen vous emmènera à Bayeux, en Normandie, où sera remis, comme chaque année, le prix des correspondants de guerre. C'est le rendez-vous incontournable des grands reporters internationaux dont les travaux sont proposés au public. Que peut-on montrer? Que faut-il montrer? Autant de questions que nous leur poserons là-bas samedi prochain. Merci et à bientôt.